Bêtises, hein, je suis en live TikTok, vous ne racontez pas des bêtises s'il vous plaît. Faut juste que j'enlève les commentaires. Oh non. Moi, je veux bien les bannir sinon. Ouais, t'as pas que ça à faire ou quoi. Je peux que lire les commentaires et je peux que bannir. Je te jure, c'est drôle. C'est marrant, mais t'écoutes plus, on va être sale. Ouais. Ok, on y va. Quelqu'un a un mouchoir juste, ça vous dérange pas? Ouais. C'est un. Je remets depuis trop longtemps. Tout le monde a dit oui, mais personne n'a. Si, je suis en train de chercher, mais ça arrive. Détends-toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on y va? Quand tu veux. C'est parti mon kiki. Donc, le sujet, donc, comme on l'avait dit, c'était se fixer des objectifs et les atteindre. Avant, je faisais plus ou moins le même cours en disant atteindre ses objectifs. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que très important aussi de faire la première partie de comment se fixer des objectifs, puisque c'est trop répandu l'idée générale, l'erreur générale, selon laquelle on pourrait, vous avez déjà entendu ça, quand on veut, on peut. J'ai déjà entendu quand on veut, C'est une on peut. expression. Ouais, mais on te l'a déjà dit. Ouais. Ok. Toi aussi? Moi aussi? Ok. Alors, laissez-moi vous révéler aujourd'hui que ce sont des bêtises. C'est pas vrai que quand on veut, on peut. Tout le monde est d'accord? Non? J'ai pas compris. Est-ce que tu penses que quand on veut, on peut? Pas toujours. Pas toujours. Si je veux aller sur la Lune maintenant, bah je peux pas. Tu peux pas. Bah, tu peux peut-être devenir astronaute. Ouais. Ah, tu peux. Ah, t'as commencé le bon métier, hein. Quand on veut, on peut? En gros, on peut essayer. Ouais. Quand on veut essayer, on peut essayer. Ça, c'est facile, ouais. Mais est-ce que c'est vrai que quand on veut, on peut? Non. T'es d'accord que c'est pas vrai? On est d'accord que c'est pas vrai, quoi? C'est pas toujours vrai. Donc ça marche pas. Donc c'est pas vrai. Si c'est pas toujours vrai, c'est pas vrai. Logiquement. Ouais. Ok. C'est souvent une phrase de parents ou d'éducateurs pour faire fermer un peu la bouche aux enfants. Non mais j'ai pas réussi. Ah, pas vrai. Quand on veut, on peut. Ok. Et ça claque encore plus quand c'est en hébreu, parce que ça arrive qu'il y a des rabbinim qui veulent fermer la bouche aux gens aussi de la même manière. La phrase en hébreu, elle sonne, elle claque. En davar omed lifnei haratzon. Rien ne se tient devant la volonté. Vous l'avez déjà entendu celle-là? J'ai entendu? Non. Non. En davar omed lifnei haratzon. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai que les... Non, parce que les gens ils disent, comme ils disent, il y a des gens dans les cours, ils disent, comme nos sages disent, en davar omed lifnei haratzon. Sauf que cette phrase, elle n'existe pas. Il n'y a pas de sage qui dit ça. Tu peux chercher partout. Il n'y a aucun sage qui dit en davar omed lifnei haratzon. C'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai que quand on veut, on peut. Il suffit de... Alors, les gens comprennent facilement que c'est pas vrai quand on donne un exemple physique. J'ai envie de voler dans les airs, comme Superman, j'ai vraiment hyper envie. Les gens comprennent bien. Ils disent non, mais ça c'est un blocage physique. Alors pourquoi les gens accepteraient qu'il y a des blocages physiques et des blocages qui soient d'ordre même psychologique? Je peux avoir un blocage d'ordre psychologique qui fait que je peux pas. De la même manière que j'ai des blocages physiques, je peux avoir 20 000 blocages. Et là encore, c'est des choses qui dépendent de moi. Et j'ai envie de gagner au loto. J'ai vraiment hyper envie de gagner au loto. Quand on veut, on peut. Non, mais j'ai vraiment envie. Oui, mais ça dépend pas de moi. Il y a des choses qui dépendent pas de moi. Et même dans les choses qui dépendent de moi, je peux avoir des blocages qui sont d'ordre physique ou psychologique ou plein d'autres ordres qui font que c'est pas vrai. Donc c'est hyper important d'abord, première étape, de se connaître très bien pour savoir est-ce que les objectifs que je vais me fixer sont adaptés à ma personne. Il faut qu'ils soient adaptés. C'est-à-dire que si je prends un exemple personnel, en même temps que je vous ai dit ça, je me suis rappelé que je faisais un live TikTok. Et du coup, c'est plus très restreint comme. Il y a 200 personnes. Non, 134. Ah, pardon. Du coup, je suis pas sûr. Non, alors je vais prendre un autre exemple personnel. Un peu moins personnel. Si j'ai envie de... je vais pas rentrer dans les détails. Personnellement, j'ai une très mauvaise mémoire. Ok? Très mauvaise mémoire. J'ai une mémoire
Comment tu dis oui comme ça, Bah, toi? tu galérais à retenir les prénoms aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas sympa de faire comme ça avec la tête. Genre. Ok, j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai vraiment, c'est pas une blague, j'ai une très très mauvaise mémoire. Et il y a certains métiers que j'aurais pas pu faire ou qui demandent, par exemple, si j'avais voulu faire un P1, je sais qu'il faut retenir plein de trucs, etc. C'était même pas la peine de se lancer là-dedans parce que j'aurais pas réussi. Et c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de combien j'aurais travaillé. Je me connais assez bien pour savoir que ça, c'est pas mon domaine. Ça peut pas être mon domaine. Et ils disent non, mais si tu es comme un malade. Non. Alors peut-être que ça, oui, je me trompe et que j'aurais pu, mais toujours est-il qu'il faut apprendre à se connaître pour connaître pas seulement ses compétences, le plus important c'est de savoir tes compétences, qu'est-ce que tu aimes faire. En général, on est bon dans ce qu'on aime faire. Et on aime faire ce dans quoi on est bon. Donc, en général, ça va ensemble. Et du coup, il faut bien se connaître pour savoir évaluer dans quel domaine je peux fournir des efforts. Parce que aussi, c'est plus facile de fournir des efforts dans un domaine dans lequel on réussit. Plus on réussit dans quelque chose, plus c'est facile de fournir des efforts. Donc, il faut bien se connaître, il faut bien identifier qui on est, quels sont nos blocages. Des fois, c'est des blocages qu'on peut réussir à passer outre, des fois non. Il faut connaître ça. Ça ne dérange pas de tirer le rideau aussi, comme ça Le rideau? Ouais. Le rideau, c'est le rideau. Merci beaucoup. On ne veut pas les voir. Moi, c'est pas grave. Comme ça aussi, c'est bien. Ouais, c'est pas ça. Ni rideau. C'est un rideau qui bloque le son. Bref. Donc l'idée, c'est déjà de bien réussir à identifier qui on est. Il y a d'autres blocages qui peuvent exister, à part mon moi qui soit déconnecté de ma réalité, de mon entourage. Déjà, moi tout seul, dans ma bulle, j'ai certains freins, c'est évident. Mais en plus de ça, je n'existe pas dans ma bulle, j'existe dans la société. Et donc, étant donné que j'existe dans la société, il y a un frein énorme qui existe moins quand on est conscient qu'il existe, mais qui existe quand même, qui est la société elle-même. C'est-à-dire que la société attend de moi de faire quelque chose. Et beaucoup de mes décisions sont, de manière souvent inconsciente, motivées par est-ce que ça répond à l'image que je dois renvoyer dans la société, avec des couches des couches d'importance par rapport à l'image que je dois renvoyer. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est plus important à mes yeux quelqu'un qui est proche de moi. Est-ce que je renvoie à mes parents? C'est plus important que quelqu'un que j'ai jamais vu. Mais, plus on s'éloigne du cercle, moins il y a une influence. Mais même la société anonyme, parce qu'elle renvoie que c'est important de, je sais pas, telle réussite, par exemple, je sais pas, les femmes, elles ont elles ont dans la société une image que elles ne peuvent s'épanouir qu'à travers leur maternité, par exemple. C'est pas quelqu'un qui va le formuler de cette manière-là à quelqu'un, mais il y a une pression sociale inhérente au fait qu'on vive dans cette société et que du coup, en fait, nos choix sont énormément... les choix, ils sont énormément influencés par... pas seulement parce que la société attend de moi, mais parce que ce que je pense que la société attend de moi. Ce qui est souvent très différent. Mais par rapport à l'image que j'ai moi-même de ce que la société attend de moi. Et donc, il faut réussir à se défaire de ça, et c'est pas du tout évident. Donc, tout ça, c'est des freins qui existent dans la décision que je vais avoir des buts que j'ai envie de me fixer à atteindre. C'est-à-dire que j'ai été confronté il y a une quinzaine d'années à quelqu'un qui a été très content de quitter son cabinet dentaire, qui, Baruch Hashem, il réussissait bien, mon fils, pour ouvrir sa librairie. Et de quoi il va vivre? J'ai parlé à la maman qui était complètement affolée et qui voulait que je réveille son fils de la débilité dans laquelle il est en train de rentrer. Un mec, il a mis 15 ans à se rendre compte qu'en fait, il n'avait pas envie d'avoir la tête dans la bouche des gens toute la journée et qu'il préférait conseiller les gens sur un bon livre à lire. Bon, bref.
Et la maman c'était une mère juive, donc elle était complètement affolée. Toujours est-il que voilà, le gars, il avait pris sa décision de ses buts à atteindre en fonction de ce que ses parents, surtout sa maman, attendaient de lui, et pas du tout en fonction de sa vie à lui. Donc, première étape, réussir à se connaître et réussir à, autant qu'on peut, penser qu'on ne fera aucun choix en fonction de la société, c'est juste utopique. Ça n'existe pas. On vit dans la société, donc c'est pas possible. Mais réussir à avoir conscience que cette pression elle existe pour pouvoir faire son choix, ça permet d'avoir un choix déjà un petit peu plus éclairé sur les buts que je me fixe à atteindre. Des fois, pour vous dire à quel point on peut pas se défaire de cette réalité, moi j'ai grandi donc à Strasbourg, comme vous le savez, dans un environnement qui éduque mes parents et la communauté dans laquelle j'étais, qui éduque à en avoir rien à faire de l'image qu'on renvoie aux autres. C'est-à-dire que on a été énormément éduqués au sens critique, à remettre tout en question, etc. Et en fait, on a tellement été éduqués là-dedans que des fois, des choix, quand on réfléchit bien à ces choix, ils sont influencés par le fait de pas aller dans le sens de la société. Mais ça aussi, c'est influencé par la société. C'est-à-dire que qu'est-ce que la société attend de moi? Il faut que je fasse le contraire. Mais ça aussi, ça veut dire qu'en fait, je fais pas ce que j'ai envie, mais je fais ce que l'inverse, et donc ce que la société attend de moi aussi, dans une certaine mesure. Ma communauté attend que j'aille exactement à l'inverse de... Donc, en fait, on s'en sort pas de cette manière-là. On s'en sort que en ayant conscience que ça existe et que ça existera. Et qu'il n'y aura pas moyen que ça n'existe pas. Mais il y a moyen de vivre avec et en ayant conscience que ça existe. Sur ce, si je peux refermer la porte derrière toi, ça ne te dérange pas. Et le rideau. Totalement. Ouais, ça va. Bref, donc ça c'est la première étape. Prenez des chaises, faites comme chez moi. Ouais. J'ai une question à te poser. Parce que tu as dit, la première étape en fait c'est se connaître et se rendre compte de ce que la société attend de toi. Mais en fait, la phrase se connaître, elle est un peu simplifiée, je trouve. En fait, se connaître, ça veut tout et rien dire, parce que ça peut dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Ça veut tout et rien dire. Ça aussi, c'est un peu. Et du coup, comment tu te connais? Ah, c'est un autre cours, ça. Ah merde. Ah, t'as raison, c'est très dur. Mais c'est avec l'expérience, et je vais te dire un truc qui est pas une solution. Enfin, peut-être pour toi c'est une solution, mais c'est pas une solution pour tout le monde. Le meilleur moyen de se connaître, c'est d'avoir des bons amis. C'est-à-dire que c'est en discutant avec un ami qui te voit évoluer et qui est de bons conseils, qui est bienveillant, évidemment, bienveillant. Ouais, ça peut être les parents, mais les parents, ils ont souvent un intérêt personnel à l'image que tu vas renvoyer de la famille, etc. Donc, un bon copain, une bonne copine, c'est un outil exceptionnel dans la discussion avec elle pour apprendre à se connaître. Mais il n'y a pas de solution miracle pour se connaître, c'est l'expérience. Okay. Tu vas faire telle expérience, tu vas te rendre compte que, ouais, moi je me rends compte que j'ai pas une bonne mémoire, mais tu vas te rendre compte que, je sais pas, dans ma vie, moi je faisais un travail, à un moment dans ma vie, qui m'épanouissait pas, dans lequel je gagnais beaucoup d'argent, bon, Hashem, alhamdoulilah, je gagnais beaucoup d'argent, ça marchait bien, j'habitais en Eretz. Et un jour, je me rappelle encore, je me suis assis, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça toute ma vie, non? Et j'ai changé complètement de voie. Et je fais ce que je fais maintenant, tu vois. Mais ça veut pas dire que je savais, est-ce que j'aurais pu savoir à 18 ans ça? Peut-être, je sais pas. Je faisais entrepreneur en bâtiment, je faisais des rénovations d'appartements et tout, ça gagne bien. Mais le rapport avec les clients, il était insupportable pour moi. Si tu cherches une prise, il y en a une juste là-bas derrière. Derrière les chaises, là-bas, t'as une prise. Et donc, ce rapport avec elle, je supportais pas ça, et donc j'ai décidé de changer de voie complètement. J'ai fait à ce moment-là mes études sur l'éducation, etc.
De Lila, ça marche. Ouais, bon, Hachem. Bah, c'est pas comme si j'avais une entreprise dans le bâtiment, mais. Ça peut. Bref, donc non, c'est avec l'expérience, petit à petit, tu sais ce à quoi. C'était alimentaire, à ce moment-là, c'était pour pouvoir étudier à mi-temps, mais voilà, ça veut dire, il n'y a pas de solution miracle à ça, malheureusement. Si tu veux, t'as un bon copain ici, on discutera après. J'ai aucun doute. Ok. Donc la vraie première étape pour se fixer les objectifs, c'est de se connaître et de savoir que la pression sociale existe. Ah, tu fais comme chez toi ici, il n'y a pas de problème. Et donc, ensuite, il faut essayer de savoir comment on atteint les objectifs qu'on va se fixer. Quand je dis les objectifs qu'on va se fixer, ce sont des objectifs qui peuvent être d'ordre spirituel, mais pas que. Ça, en fait, c'est le même processus. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ou quelqu'un qui veut aller à la salle régulièrement, ça sera les gens, ils prennent sur eux d'aller à la salle le 1er janvier, il y a une explosion d'inscriptions jusqu'au 2, 3, après ça. Et pareil pour les régimes qui commencent à ce moment-là, etc. Tout ça, c'est le même processus en fait. J'ai envie de me rapprocher plus de Dieu, j'ai envie de faire mieux ma prière, et ça va être la même chose. C'est pas une question qui est liée juste à la spiritualité, c'est une question comment l'être humain il fonctionne. Et donc, pour ça, il faut qu'on essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui permet à l'être humain d'évoluer vers quelque chose. Les sages nous apprennent que... Tiens, je vais le dire d'une autre manière. Est-ce que vous étiez déjà à un enterrement ? Ouais, ça vous est déjà arrivé ? Ouais. Ouais. Est-ce que vous étiez... Deux questions en fait, avant de commencer à répondre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui a soit divorcé, soit cassé après une relation longue ? La personne, une bande de mythos. Ben oui. Non ? Bah, en fait, ils ont divorcé quand j'étais beaucoup trop jeune ou j'ai pas de divorce. Tu connais pas de gens qui ont divorcé de très longue en date, tant qu'adultes ? Divorce ou séparation, non ? Ouais. Ouais. Non. En vrai, non. Non ? Non. Et toi, non, ça t'est jamais arrivé ? Non. Non, d'accord, bah t'as Pas de de la longue chance. date. T'as de la chance, salut. Quand vous allez à un enterrement, vous vous êtes rendu compte très certainement que la personne qui est décédée, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez entendu des gens raconter sur lui des choses exceptionnelles, n'est-ce pas ? Surtout le rabbin. Non, tous les gens, la famille, les machins. Il n'y a personne dans un enterrement qui dit ouais, c'est un bel enfoiré qui est mort. Ça n'existe pas. Ah, ça dépend pour Mais quel est-ce enterrement. que, est-ce que, Ouais, en est-ce- général, non. Aucun enterrement, c'est comme ça. Ah. Arrête. Même pas celui Arrête. d'Adolphe. Il n'a pas eu d'enterrement. Ah, s'il avait eu, les gens qui l'auraient enterré, ils n'auraient pas dit ça, je peux t'assurer. Oh, salut, ça va ? Et donc, prenez les chaises, faites comme chez moi. Et du coup, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'au moment de l'enterrement, évidemment, tu dis du bien de la personne, c'est le principe. Évidemment. Est-ce que ça existe une personne à qui il n'y a pas de bien à raconter ? Évidemment que non. Est-ce que ça veut dire que c'est lui ? C'est ça qui définit sa place dans la société, sa place dans sa vie ? Que c'était quelqu'un d'exceptionnel ? Non. Chaque personne, il a eu des moments où il a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais qu'est-ce qui définit la personne ? C'est pas les quelques moments exceptionnels qu'il a eu dans la vie. Qu'est-ce qui définit la place de quelqu'un ? Et que je vous ai dit aussi pour les divorces, etc. Parce qu'en général, quand tu connais un couple qui a fait un divorce, si tu connais bien le mari, alors la femme, c'était une vraie... Voilà, j'ose pas dire les mots. Et si tu connais bien la femme, le mec, c'était un vrai enfoiré. C'est toujours comme ça. La personne que tu connais, l'autre, c'était vraiment... Alors que on sait très bien que dans un divorce, c'est forcément des torts partagés. Mais à part peut-être certains cas exceptionnels, mais de manière générale, t'es un très bon ami avec quelqu'un, l'autre, c'est devenu... c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, qu'est-ce qui définit la place ? Donc, je vous ai dit 2 exemples pour vous dire à quel point on dit du mal de quelqu'un ou on dit du bien de quelqu'un au moment de l'enterrement. Mais qu'est-ce qui... Ah, j'ai oublié d'enregistrer les gens qui m'avaient demandé d'enregistrer. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à venir. Et du coup, qu'est-ce qui définit la place de quelqu'un ? En fait, ce qui définit la place, c'est son quotidien. C'est la place d'un individu, son niveau spirituel ou son niveau de combien il est sympa avec les gens, avec la société, avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, etc. C'est pas parce qu'une fois il a été exceptionnel comme papa que c'est un papa exceptionnel. C'est son quotidien qui définit sa place. C'est ce que les sages ils appellent le régel.
savez ce que ça veut dire régel? Quotidien. Bien tenté. Ça veut dire quoi le mot régel en hébreu? Non? Personne ne l'a? Quoi? Attends. Régel. Rega. Rega, c'est. Ah, t'étais dans le bus en Israël et t'as entendu rega, rega. Nag, rega. Rega, c'est un instant. Rega, ça veut dire un instant. Régel, c'est quoi régel? Patience, non. Régel, régel. Régel, c'est le pied. Quel rapport? Oh, Suzanne, salut, ça va? C'est quoi le pied? Quel rapport le pied? Régel, ça veut dire le pied. La régilout, ça veut dire l'habitude. Pourquoi c'est la même racine en hébreu? Le pied et la régilout, et l'habitude. D'ailleurs, vous avez déjà lu, il y en a qui ont déjà fait leur prière à la synagogue pendant les grandes fêtes, je pense. Et vous avez vu dans le Sidour, il y a écrit Shalosh Regalim. C'est la même racine, Regalim. Ok? C'est les 3 moments de fête. Les 3 Regalim. Ok, pourquoi Regel, l'habitude, Regilout et Regel, le pied, c'est la même? Parce que le pied, c'est l'organe, ça s'appelle un organe, enfin c'est le membre qui a sa fonction, lui, c'est de faire quelque chose d'habituel. Pour marcher, tu fais pied droit, pied gauche, tu réfléchis pas, tiens, attends, j'ai mis le pied gauche, maintenant il va falloir que je mette le pied droit. Non, tu marches, tu enclenches ta marche et tu marches de manière naturelle. Sauf si tu joues au foot, c'est juste pour marcher, c'est la Regilout, c'est aussi le membre qui est le plus loin du cerveau. Et donc, ce qui définit en fait la place d'un individu, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il fait de manière habituelle, normale. C'est ça sa place. Est-ce que c'est un bon papa? Comment il se comporte de manière normale avec ça? Ah, peut-être une fois il a tapé une crise et s'est comporté très très mal. Oui, peut-être. Est-ce que c'est ça qu'il définit? Non. Ce qu'il définit, c'est la normalité, l'habitude qu'il a, le quotidien. Ça, c'est la place d'un individu. Maintenant, le problème avec ça, c'est qu'on a, plusieurs textes de nos sages qui semblent montrer que les choses ne doivent pas se faire de manière habituelle, mais doivent se faire avec le cœur. Il y a un passage, je pense d'Afka à ce passage, je l'ai écrit la traduction en français, donc je vous le fais en français. Le Seigneur a dit, puisque ce peuple ne me rend hommage que de bouche et ne m'honore que des lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi et que sa piété à mon égard se borne à des préceptes d'hommes et à une leçon apprise. Mitzvat anashim milu madam. C'est ça le terme dans les sages. Une leçon apprise. Comme si tu fais ta prière et en fait tu mets aucun cœur à ça. C'est juste automatique. A priori, on a dit la place d'un individu, c'est ce qui est automatique. Donc pourquoi ça serait négatif que ce soit automatique? Parce que ça ne suffit pas de dire qu'il faut que ce soit automatique. Évidemment qu'il faut qu'il y ait aussi le cœur là-dedans. Alors comment on avance? Il y a un passage dans les Navis où on parle du roi David, dans lequel on dit, ça c'est le roi David qui écrit d'ailleurs, qui dit « Chishafti drachai ve'ashiva raglai aledotecha ». Chishafti drachai, c'est-à-dire j'ai réfléchi à quel chemin je devais prendre. Ve'ashiva raglai, vous revoyez la racine de regel, Vashiva ragla et dotecha. Et mes jambes m'ont conduit ailleurs, ils m'ont conduit vers tes statuts. On va donner une image à ça. Imaginons le roi David, il devait aller, rendre visite à son premier ministre parce qu'il y a quelque chose de très important à prendre comme décision pour la guerre qui va avoir lieu avec les Philistins, par exemple. Et j'allais voir le ministre de la guerre, il s'est enclenché, et sans faire attention, il est arrivé à la synagogue. Sans faire attention, il est arrivé, le gars, à la synagogue. Tu vois, il est arrivé à la synagogue comme s'il allait pour faire la prière. Moi, je pensais aller quelque part, et il dit ça comme étant une louange à Dieu, comme c'était un niveau spirituel exceptionnel. Pourquoi? Non, tu dois aller tu dois aller à la synagogue, pas avec tes pieds, tu dois y aller avec ta tête. Genre tes pieds, ils t'ont ramené là-bas. Non, ce qui veut dire, c'est que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de déménager et de vous retrouver sur le chemin de votre ancien appartement. Parce que dans ta tête, tu t'es dit, je vais à la maison, et tu viens de déménager, moi ça m'est déjà arrivé, je viens de déménager et automatiquement j'ai pris la mauvaise autoroute parce que mon programme interne de je vais à la maison, il était vers la A4 en l'occurrence.
Après, j'ai déménagé, je me suis retrouvé sur la A4, c'était ballot. Bon, ça m'est arrivé 2-3 fois quand j'ai déménagé. Parce que tu réfléchis pas à chaque seconde exactement que tu as. Et en fait, c'est ça qu'il dit le roi David. Il dit, je réfléchissais à autre chose, du coup, et mes pieds m'amènent directement à la synagogue. Ah, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'en fait, c'est devenu chez moi une seconde nature. Naturellement, où est-ce que mes pieds ils m'emmènent? Ils m'emmènent pas dans un endroit de débauche ou ils m'emmènent à la synagogue. Et donc en fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait comment on évolue. En fait, on ne peut pas faire d'évolution si ce n'est par les habitudes, par l'acquisition d'habitudes. C'est-à-dire qu'on peut, sinon, toute sa vie se battre sur le même point. Si on n'arrive pas à acquérir comme étant une seconde nature ce qu'on a décidé de prendre sur soi, eh ben, on peut risquer de se battre toute la vie sur le même point. Et en fait, l'évolution, elle se passe comment? Je me bats sur un point, j'arrive à acquérir ça comme une habitude, et là, je peux chercher un autre point. Donc, on a dit au départ qu'on doit d'abord se fixer des objectifs. Comment ça va se passer? Je dois me fixer des objectifs qu'après, je divise en plein de morceaux. Chaque morceau, je dois l'atteindre et acquérir ce morceau comme étant une partie de mon être, en fait. Ça doit faire partie de moi-même comme étant une normalité. Les sages, ils nous le présentent d'une manière... le sage, quand je dis les sages, je parle de Rav Dessler, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il a écrit le livre qui s'appelle le Mirtav Meliaou. Il nous le présente dans le libre arbitre d'une manière schématisée. Le libre arbitre, c'est quoi? Il nous dit le libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre total. C'est-à-dire que, comme on le disait, quand on veut, on peut, c'est pas forcément vrai. On peut vouloir quelque chose et ne pas du tout pouvoir. Et donc, dans le libre arbitre, on va schématiser comme c'était la guerre entre deux armées, le bien et le mal, à l'intérieur de soi. Je sais pas, je vais prendre l'exemple, je sais pas, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait aucun commandement à respecter, et donc j'ai envie de prendre sur moi de ne pas manger de porc, admettons. Ok, c'est dur, pas manger de porc, c'est très bon le porc, c'est pas cher, c'est bon, c'est tous les restaurants, peu importe. T'as fixé. Ouais. Pas du tout. Moi, N'importe quoi. Moi, Et donc, admettons, j'ai envie de prendre sur moi de ne pas manger de porc. Ok. Alors, on estime que quelqu'un qui n'a pas grandi là-dedans et que c'est pas quelque chose d'important pour lui, ça fait pas partie de son point de libre arbitre. C'est-à-dire que dans la guerre entre le bien et le mal, on va dire, c'est pas vraiment mal de pas manger du porc, c'est assourd et c'est pas vraiment la même chose, ce qui est interdit et ce qui est mal. Mais alors, on va prendre schématiser la guerre entre pas le bien et le mal, parce que c'est pas bien et mal ce qui est interdit, entre l'interdit et l'autorisé. Ça va être plus facile de le dire comme ça. De ce côté-là, j'ai l'autorisé, de ce côté-là, j'ai l'interdit. Donc dans l'interdit, j'ai ne pas manger de porc. Lui, admettons qu'il n'a jamais été éduqué à ça, donc c'est là, c'est dans cette partie-là, c'est dans le camp, en fait, c'est du acquis à l'interdit. Sa bataille, elle se joue en fait entre les deux, sur le champ de bataille. S'il arrive à prendre sur lui de ne pas manger ça, en fait, le champ de bataille, il se dirige comme ça. C'est-à-dire que ce qui était là, du terrain acquis, petit à petit, il a pris sur lui, hop, c'est devenu du terrain acquis à l'autorisé. Okay, donc il ne mange pas, il fait attention à ce commandement. Quelque chose qui était plus loin, plus dur pour lui, devient du champ de bataille. Et en fait, le champ de bataille, comme ça, évolue. Si je gagne des guerres, je perds des guerres. Ce qui était une évidence pour moi que jamais je vais transgresser, si j'ai transgressé plein de choses, devient, peut-être je vais transgresser ça. La guerre, elle peut se perdre dans l'autre sens. Quelqu'un qui décide d'abandonner les mitzvot, il a toujours respecté Shabbat, et d'un coup, il en a marre, il commence à... Alors, un truc qui est, non, jamais je pourrais allumer la lumière, là, d'un coup, ça devient la normalité, et petit à petit, ça devient même complètement une habitude. Il ne respecte plus du tout Shabbat. Pendant 2-3 Shabbats, ça va être très dur pour lui, ça va être un combat interne, ça va être de la culpabilité, etc. Et petit à petit, ça va devenir la normalité. En fait, c'est une bataille entre l'interdit et l'autorisé. Ça s'appelle le Nekudat Apriya, le point de libre arbitre. Et en fait, on ne peut pas passer à une autre étape si l'étape d'avant n'a pas été acquise comme étant une habitude. Il faut que ça rentre
dans une normalité, moi, que ça devienne une seconde nature. Moi, j'ai pas de mérite là-dessus, mais avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents, par exemple, chez nous, on appelle ça, on est tombé dans la marmite quand on était petit, puisque on considère la marmite de potions magiques comme étant la Torah, évidemment, comme vous connaissez très bien la parabole de notre cher frère René Goscinny, qui estime que les Juifs sont ce village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, grâce à quoi? À la potion magique, qui est la Torah, bien sûr. Et donc, c'est l'histoire de Hanouka. Je savais pas que c'était la parabole de Astérix et Obélix. Ben voilà, t'apprends quelque chose aujourd'hui. Et donc... C'est vrai, ça. Évidemment que c'est vrai. C'est l'histoire de Hanouka. C'est quoi Hanouka? On veut assimiler les Juifs, et finalement, ils tiennent le coup, l'envahisseur. Bon, bref. Et donc, non, moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Donc, pour moi, respecter Shabbat, c'est pas... j'ai absolument aucun mérite à ça. C'est une évidence. J'ai pas de mauvais penchant qui me pousse à utiliser mon portable ou à allumer la lumière. Ça, c'est pas une question. C'est une seconde nature pour moi. Donc, je peux m'occuper d'autres choses, entre guillemets, dans mon combat. Mais quelqu'un qui n'a pas été éduqué à ça, commencer à faire Shabbat, c'est peut-être le truc le plus dur dans la religion juive, qui n'est pas une religion, mais dans la pratique juive. C'est peut-être le plus dur, c'est certainement de faire Shabbat. Donc, si je décide que demain, si j'ai jamais été éduqué à faire Shabbat, à partir de demain, je fais tous les Shabbats nickel, 100%, je cours à l'échec assuré. Il n'y a aucun doute que c'est pas possible. D'abord, psychologiquement, il faut rester équilibré dans sa tête, et donc c'est impossible que quelqu'un il respecte Shabbat du jour au lendemain automatiquement, enfin pas automatiquement, mais 100% et totalement. Et donc il faut se diviser le truc par étapes, et que un point, je sais pas, admettons, les gens ils voient un peu Shabbat comme si c'était un tout, et soit j'ai cassé Shabbat, j'ai pas cassé Shabbat, c'est pas un tout. Chaque interdit, c'est un interdit. Admettons, quelqu'un il dit, moi je commence à faire Shabbat en n'ayant pas mon téléphone portable. Ok? J'ai pas mon téléphone portable. Je prends ma voiture, j'allume la lumière, je regarde la télé et tout, mais pas le portable. Ok, admettons, il commence comme ça. Ça peut être un bon moyen de commencer. Alors, il fait un Shabbat sans portable, 2 Shabbats. Il fait plusieurs Shabbats, jusqu'à un moment, il dit, non, c'est Shabbat, j'ai pas de portable. Ah, t'allumes la lumière? Non, mais c'est pas incohérent, il n'y a pas de problème. J'ai décidé de commencer par ça. Donc, une fois que ça fait partie de sa nature, c'est normal, c'est une évidence pour lui de ne pas te prendre le portable, il peut passer à autre chose, etc. Et c'est que comme ça, en fait, qu'on peut évoluer, c'est que comme ça. Je vous le dis dans la religion, dans la pratique, mais c'est vrai aussi dans n'importe quelle étape et objectif que j'ai envie de me fixer. Si ce sont des objectifs que je dois diviser par morceaux pour atteindre. Et donc, pour ça, pour pouvoir réussir à atteindre chacune des étapes de l'objectif que je me suis fixé, pour ça, il va falloir apprendre ce que c'est la discipline. Et donc, on est obligé de faire une parenthèse sur ce que c'est la discipline. Tout le monde sait ce que c'est la discipline? Non. C'est continuer même sans la motivation. Ah, ça, c'est l'autodiscipline. C'est un peu la rigueur, c'est on se fixe Très bien, mais comme ça. tout à fait. C'est une très bonne définition. Très bonne définition pour amener à la régiloute, au régel, à l'habitude, et que ça devienne une seconde nature. Maintenant, la discipline, on va prendre certaines définitions de la discipline, l'autodiscipline, on peut le dire aussi de cette manière-là. Je vais schématiser avant de donner une définition. Quelqu'un, il fume. C'est pas bien de fumer. Il y a des fumeurs ici. Je peux dire ce que je pense des fumeurs. Il n'y a aucun fumeur, c'est vrai, il n'y a aucun fumeur. Oh, Hachem, je t'abarre chez nous. Moi, je pense que c'est interdit de fumer la Torah, mais bon, bref. Toujours est-il que, admettons, il y a un gars, il fume. Depuis tout petit, il a pris une cigarette. Quand il était ado, avec les copains, ça faisait le style, il fume, voilà. Okay. Et là, c'est dur d'arrêter de fumer, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a une dépendance au truc. Okay. Il est allé dans un hôpital, il a vu les gens qui ont le cancer du poumon, il a pris conscience qu'il se dit non mais il faut que j'arrête de fumer, c'est pas bien, maintenant j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils voient leur père grandir, c'est pas bon, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ok.
comment il fait cette réflexion? C'est une réflexion logique par rapport à on va dire un déclic émotionnel par rapport à ce qu'il a vu dans l'hôpital, des gens qui sont en train de mourir d'un cancer du poumon. Il arrive à la conclusion logique, il faut que j'arrête de fumer. Ok? Et là, sa motivation, elle est bloc. Elle est non mais j'arrête de fumer, ça y est, j'arrête de fumer. Ok. Une semaine après, il a arrêté de fumer, admettons. Une semaine après, cette émotion du moment où il a vu, elle est passée. Ok? À ce moment-là, il a un petit lui intérieur qui dit ouais, une clope. Une clope, c'est pas ça qui va te donner le cancer. Une clope, ça donne pas le cancer. C'est quand tu fumes un paquet par jour pendant 15 ans. D'accord, mais une clope, non. Donc la clope que tu vas prendre là maintenant, elle va rien te faire. Alors ça va, tu peux la prendre. Pourquoi il y a de fortes chances qu'il la prenne, cette clope? Pourquoi? Parce que l'émotion du moment qui lui a fait prendre la décision, elle est passée. Comme elle est passée, elle n'est plus là, assez forte pour le retenir de prendre cette clope. La réflexion logique qu'il faut que j'arrête de fumer, aussi, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que maintenant, j'en ai trop envie. J'en ai vraiment trop envie. J'en ai même besoin. C'est même vital maintenant. Alors, pourquoi j'avais pris cette décision? C'était pour pas mourir. Là, si je ne prends pas la clope, je vais mourir. Voilà. On arrive même à se convaincre comme ça. Qu'est-ce qui va le faire tenir dans sa décision? C'est que la discipline. C'est quoi la discipline? C'est de se soumettre à une autorité qui me dépasse. C'est-à-dire que nous, on vit dans une société où la soumission, c'est quelque chose de négatif. Moi, j'ai fait une formation de discipline positive. Donc, j'ai fait une formation pour être formateur de parents en discipline positive. La discipline positive, c'est pas du tout l'éducation positive. C'est pas les trucs, t'es dans ta tempête émotionnelle, il faut qu'on t'autorise tout, vas-y frappe ta mère. Il y a des vidéos comme ça qui passent où il y a des enfants qui disent à maman, tu peux me chercher le jouet? C'est la maman qui se lève, qui va chercher le jouet. Non, tu comprends, là maintenant il faut pas là. Ok, c'est pas ça. Hein. Discipline positive, c'est bienveillance et discipline. C'est aussi la rigueur. Donc ça n'a rien à voir avec l'éducation positive, c'est la discipline positive. Bref, donc j'ai fait cette formation. Et dans la formation, il nous dit énumérez les qualités que vous avez envie d'inculquer à vos enfants. Et moi, je dis soumission. Ils m'ont regardé chelou. C'était pas un truc de feuge. Hein. Ils m'ont regardé chelou. Que tu veux que tes enfants ils soient soumis. Je dis dans une certaine mesure, oui. Je pense que c'est hyper important. Ce cadre-là. Alors, pas soumis à n'importe quoi et à qui, parce que il faut aussi l'esprit critique, etc., pour pas qu'ils se soumettent à un, je sais pas, à un dogme qui serait mortifère ou à un gourou. Évidemment qu'il faut pas qu'ils soient que soumis, mais il faut qu'ils aient aussi une proportion à accepter la soumission, même si c'est la soumission à soi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me créer un être, moi-même, qui, lorsqu'il prend une décision, il est soumis à cette décision. J'ai décidé que j'arrête de fumer, je ne prends plus une clope. Ok, je ne prends plus une clope. Maintenant, j'ai pris la décision en conscience. Et j'ai besoin que cette décision que j'ai prise en conscience, elle me bloque à partir du moment où j'aurai plus conscience de ma décision. Et donc, j'ai besoin que dans 2 semaines, quand j'en ai trop envie, le fait que j'ai pris la décision, que je sois soumis à cette décision. C'est ça la discipline. C'est ça l'autodiscipline. C'est-à-dire que j'ai plus besoin, à partir d'un moment, j'ai plus besoin de la réflexion de pourquoi j'ai voulu arrêter de fumer pour arrêter de fumer. Pareil, si j'ai envie de prendre sur moi de faire quelque chose, j'ai envie d'aller à la salle de sport. Ok. J'ai envie, maintenant, ça y est, j'ai envie d'aller à la salle de sport parce que c'est bon pour la santé, il faut que... Ok. Mais quand je suis crevé, 2 semaines après, que j'ai mal dormi de la nuit, je dis non, mais l'idée c'était pour la santé, mais là j'ai mal dormi la nuit, donc il faut que j'aille dormir. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Pareil, si j'ai envie d'apprendre à lire les tfilotes, j'ai envie d'apprendre à lire la prière, j'aurai la flemme parce que il faut réussir à créer, à s'auto-créer un système dans lequel ma parole m'engage. Ma parole est impossible à transgresser.
Impossible à transgresser. J'ai une question sur les objectifs, Dominique, parce que supposons une personne se fixe comme objectif, je sais pas moi, d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol, peu importe, ou de devenir ingénieur. Mais plus le temps il passe, et plus il se dit, en fait, c'est pas ce que je veux. Je sais pas. Genre, il s'est fixé un objectif, mais il se rend compte que l'objectif n'est pas aligné avec Ouais, lui-même. c'est pour ça. Oui, très bien. On peut changer d'objectif, mais il faut pas que ce soit sur un coup de tête. Ça veut dire, si tu changes d'objectif chaque 2 semaines, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a mal réfléchi à l'objectif. Si une fois dans ta vie, 2 fois, 3 fois dans ta vie, t'as complètement bifurqué, c'est pas un problème. C'est peut-être aussi ta vie qui a changé. Peut-être ça, c'était ton objectif et il était pris en conscience bien. Maintenant j'ai un autre objectif. C'est pas dérangeant. Je connais quelqu'un d'ailleurs comme ça, il s'est engagé là à faire quelque chose de très engageant et finalement, c'est des études sur de très long terme, et elle a rencontré un garçon. Maintenant j'ai envie de fonder une famille. Bon, d'accord. Si tu changes, tu t'es lancé dans un truc très long et tu changes, et en fait avec le garçon ça va tenir 3 semaines et après tu rechanges. Ah oui, là il y a un problème. C'est-à-dire en fait que tu t'es pas fixé les objectifs. Mais changer d'objectif, c'est pas problématique en soi. Il faut juste que ce soit fait à chaque fois, pas comme une excuse pour abandonner l'objectif que je m'étais fixé. Il faut pas être. Tu fais bien de poser la question. C'est-à-dire le fait d'être soumis à sa propre parole ne doit pas nous rendre psychorigides non plus. C'est-à-dire que si tu deviens psychorigide, j'ai décidé ça, machin, et en fait tu vois que tu vas droit dans le mur parce que tu fais ça, mais tu es en train de passer à côté de ta vie, parce que là tu as rencontré un garçon avec qui tu peux te marier, qui a envie de fonder une famille, mais il va pas t'attendre tes 7 ans d'études. C'est une bêtise aussi. C'est pour ça que je disais en introduction que le mieux pour ça, c'est d'avoir un ami ou des amis avec qui on peut discuter, parce que des fois on n'est pas objectif, on n'est jamais objectif avec soi-même. Et donc il faut quelqu'un qui nous aide à réfléchir. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est juste une fuite aussi des fois, ou c'est quelque chose de réel? Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Mais dans tout, ça va être nuancé. Maintenant, t'as regardé par la fenêtre, tu dis il y a des gens sympas, je rentre. Je t'inquiète. Bref, du coup, prends une chaise, fais comme chez moi. Je vais refaire la blague à chaque fois. Tu peux. Elle marche, elle marche, ça quoi? Voilà, c'est drôle à chaque fois. Des fois, c'est le running gag, c'est parce qu'on la répète que ça devient drôle. Donc, l'idée, c'est de réussir à se soumettre à sa propre parole. Alors, ça vient énormément aussi, cette discipline, dans la soumission à la Torah. C'est-à-dire que c'est en ça aussi que la Torah aide à se soumettre à sa propre parole. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'occasions dans la Torah où on est soumis, où, je sais pas, par exemple, je prends un exemple. Je mange pas de chametz à Pessah. Okay, il y a beaucoup de juifs qui font ça. Beaucoup de juifs qui sont pas pratiquants de manière générale, mais à Pessah, ils mangent pas de chametz. Okay, chametz, c'est le pain levé pour nos chers amis qui ne savent pas ou qui sont sur TikTok. Bon. À Pessah, pendant toute la fête de Pessah, on mange pas de chametz, donc de pain levé, de pain, de gâteau, etc. Ok, ça c'est un truc. Mais pourquoi les gens, ils sont soumis à ça parce qu'ils ont l'habitude, leur grand-mère elle leur a dit, et du coup leur mère elle leur a dit. Ils connaissent pas forcément l'histoire et la raison du truc. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça la soumission. C'est ça la discipline. C'est que j'accepte qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Et c'est pas grave, parce que je fais confiance. Je fais confiance à ma grand-mère. Elle m'a dit que c'est important. Ok, alors c'est là que c'est important. J'ai pas besoin de mettre tout le temps de l'intellect là-dedans. La discipline, c'est justement ça. C'est réussir à sortir. Il faut pas être déconnecté tout le temps de l'intellect. Mais il faut de temps en temps réussir à se déconnecter de l'intellect pour réussir à se soumettre à quelque chose qui me dépasse. C'est pas grave, c'est quelque chose qui me dépasse. Ah mais quoi? Tu fais des commandements sans comprendre? Et si je sais que c'est bien, est-ce que je suis obligé de tout comprendre? C'est bien de comprendre. La Torah nous dit qu'il faut comprendre. Mais elle nous dit que c'est pas la raison pour laquelle on respecte. C'est pas que si on comprend qu'il faut respecter. C'est
en respectant qu'on comprend. Mais c'est un peu comme si ton médecin il te dit prends ce médicament, ça ira mieux pour ce que tu as. Je dis non mais je comprends pas pourquoi ce médicament il va faire un effet à là où j'ai mal. Je dis non mais il y a un moment où je dois faire confiance. Je peux pas tout étudier tous les domaines de la vie. Ça, lui je sais que c'est une autorité là-dedans en médecine, donc je lui fais confiance. Le rabbin c'est une autorité en Torah, donc je fais confiance sur ça. Mes parents c'est une autorité si c'est une autorité en intelligence de vie, alors je leur fais confiance que c'est ça qui est. Voilà. Il faut aussi apprendre à se déconnecter l'intellect pour se soumettre à l'autodiscipline. C'est quoi? C'est déconnecter mon propre intellect pour me soumettre à mon intellect au moment où j'ai pris la décision. Parce qu'au moment où j'ai pris la décision, j'avais tous les éléments en tête et qu'au moment où j'ai très envie de reprendre la clope, j'ai plus tous les éléments en tête. Et donc il faut que je réussisse à me soumettre à ça. Maintenant, il y a un lien. C'est très bien, on a terminé l'introduction, mais il faut quand même conclure bientôt, donc on va pas s'attarder. Je terminerai par ça. On a toujours 3, je terminerai par ça. C'est mon premier, je terminerai par ça. Il y a un lien aussi phénoménal entre, et les gens ils ont très peu conscience de ce lien-là, entre l'autodiscipline et la confiance en soi. Je m'explique. D'abord, avant l'autodiscipline, la discipline. Il y a un lien, c'est presque un synonyme, entre l'éducation que j'ai reçue à la discipline et la confiance que j'aurai en moi. Je vais le dire d'une manière un peu virulente, il n'existe pas un jeune adulte qui a confiance en lui s'il a grandi sans discipline. Ça n'existe pas. Il peut l'acquérir par la suite par son travail qu'il fait sur lui-même. Mais s'il a grandi sans discipline, c'est-à-dire s'il a grandi dans un environnement où il n'y a rien qui s'impose à lui, il n'est soumis à rien, alors il grandit sans confiance en lui. D'où vient ce lien? Pourquoi c'est lié? Parce qu'en fait, un enfant, quand il grandit avec des peurs qui sont évacuées, on va dire, au moment des rêves. Il y a plein de moments dans l'évolution de l'enfant qui lui permettent d'évacuer ses peurs, mais de manière générale, ils vivent dans un environnement qui est affolant pour un enfant. Il n'arrive pas à marcher, il se casse la figure, les gens ils sont tous énormes, il ne comprend pas pourquoi ça il n'arrive pas à faire, il ne peut pas coordonner ses mouvements, il a peur d'un truc, il se réveille en sursaut parce qu'il y a le voisin qui a commencé à percer avec sa perceuse, et un bruit qui est absolument affolant pour lui. La chose qui le rassure dans son évolution, ouais, c'est ses parents. Sauf que si ses parents, ils imposent pas une discipline, alors il a l'impression que ses parents sont pas, c'est pas l'impression, ses parents ne sont donc pas rassurants, et donc il a l'impression que lui, il gère ses parents plus que ce que c'est ses parents qui les gèrent, et donc il reste dans un environnement absolument flippant. Donc il grandit dans un environnement flippant, et donc il grandit sans aucune confiance en lui, en l'avenir, en rien. Et donc il va falloir, ça ne veut pas dire que sa vie elle est foutue, il pourra acquérir cette confiance en lui, mais ça va être un travail beaucoup plus dur pour lui. Mon Rav m'a raconté qu'une fois, je vous la fais en rapide parce qu'on a dit qu'on allait conclure avec ça. Il m'a raconté qu'il a vu un enfant qui osait pas traverser la rue, bref, il lui pose la question, ah, il y a un chien de l'autre côté de la rue, il a peur du chien, et donc il traverse pas la rue. Ok. Il lui dit, tu veux aller avec moi? Il le regarde, mon Rav, il fait 2 mètres, et, ok, il traverse avec lui. Il lui dit, comment tu fais d'habitude? Tu vas avec ta mère? Et il dit, ah, à quoi ça servirait? Et là, il a entendu ça, il dit, s'il pense que sa mère, elle est pas assez rassurante pour traverser, alors qu'il y a un minus chien de l'autre côté, c'est que c'est flippant. Et en fait, il a creusé un peu la question, parce que c'est son métier d'être éducateur, et c'est effectivement une maman qui n'avait pas eu d'enfant pendant 15 ans, qui a eu un seul enfant, et qui n'arrive pas à lui dire non. Et donc tout, elle lui permet. Il n'a aucune limite. Et donc comme il n'a aucune limite, des fois un enfant, il pousse la limite pour savoir quelle est la limite, parce qu'il a besoin que les parents lui disent non, et interdisent, pour être rassuré justement. Et là, en l'occurrence, son raisonnement, c'est un peu la relation de Châle, pour ceux qui ont fait des maths. Moi j'ai peur du chien, maman a peur de moi, maman a peur du chien. Alors qu'en fait sa maman n'a pas peur du chien, mais dans son esprit sa maman a tellement peur de lui que c'est pas elle qui va le rassurer vis-à-vis de quelque chose qui lui fait peur à lui. Et donc il grandit dans un environnement terrible pour un enfant,
qui est très 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 flippant. Ce qui fait qu'il grandit sans confiance en lui, de rien. Donc il y a un lien très 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 fort entre la discipline que les parents vont imposer et du coup après en tant que jeune adulte, quand on commence à s'autodiscipliner et que c'est nous-mêmes qui décidons pour nous ce qu'on va faire de notre vie, un lien très 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 fort entre l'autodiscipline, comment je m'impose les choses et je respecte ce sur quoi je me suis imposé, et la confiance que je vais avoir en l'avenir et en moi de prendre les bonnes décisions. Nos sages, et je terminerai par là, c'est mon dernier, parce qu'il faut conclure, nos sages nous disent dans les Pirkei Avot, Shammai Omer, Ase Torah Trakeva et Mormead Vease Arbe. Donc, Shammai nous dit, fais de ta Torah quelque chose de fixe, parle peu et agis beaucoup. C'est-à-dire quoi, parle peu et agis beaucoup? Là, c'est on va dire, le conseil pour l'autodiscipline, c'est que si tu prends des décisions que tu ne respectes pas après, plus tu prends des décisions que tu ne respectes pas après, plus ta parole a moins de valeur à tes yeux. Moins tu te soumets à ta propre parole. C'est-à-dire que si tu as pris sur toi d'arrêter de fumer, et 2 semaines après tu as craqué et tu as repris, tu es en train de t'éloigner de la possibilité d'arrêter de fumer. Parce que la prochaine fois que tu vas prendre sur toi d'arrêter de fumer, cette parole ne va pas s'imposer à toi, puisque tu as déjà trahi cette parole. Donc l'idée, c'est pas de prendre sur soi des choses, c'est de prendre des choses que je vais respecter. Donc forcément, prendre moins de choses sur moi. Donc l'idée, c'est pas de prendre plein de trucs sur soi, c'est de prendre quelque chose que je suis sûr que je vais respecter. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ma parole, elle ait du poids vis-à-vis de moi-même. Donc il faut que, si j'ai l'habitude de prendre sur moi, d'aller à la salle et de ne pas y aller, de commencer un régime et de ne pas le faire, etc. Alors ce qu'il faut que je fasse pour réussir à casser cet engrenage, c'est arrêter de prendre sur soi quoi que ce soit. Et prendre une toute petite chose, mais que je tiens dur comme fer. Il faut que ma parole recommence à prendre du poids vis-à-vis de moi-même. Il faut qu'elle s'impose à moi. Il faut que je réussisse à m'autodiscipliner de cette manière-là, en m'imposant quelque chose et en me soumettant à ce que j'ai pris sur moi. Nos sages, ils nous disent que lorsqu'on va, à la fin du CDD, on va se présenter devant le bon Dieu, il va nous poser quelques questions. Moi, ça te fait rire. Tu savais pas que tu étais en CDD? C'est la phrase. T'es en CDD. On est tous en CDD. Et du coup, il va nous poser plusieurs questions. Je ne rentre pas dans exactement toutes les questions, mais une des questions qu'il va nous poser, il va nous poser, est-ce que tu as fait ton commerce avec droiture? Est-ce que tu as été quelqu'un de droit? Il va te demander, est-ce que tu t'es occupé à avoir des enfants? Il va te demander, est-ce que tu as attendu la Yeshua? Est-ce que tu as attendu la délivrance, le Mashiach, etc. Et il va te demander aussi, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps d'études pour la Torah? Il ne va pas te demander, est-ce que tu as étudié 10 heures par jour? Il ne va pas te demander, est-ce que tu as étudié 5 heures par jour? Il te demande juste, est-ce que tu as fixé un temps? 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, peu importe. C'est pas ça la question, parce que tu ne peux acquérir une étape d'après que si tu as, comme on a dit au début, acquis une habitude. Donc si tu as fixé un temps d'étude, ce temps d'étude de 5 minutes, et il est fixe, c'est comme ça, c'est tous les jours 5 minutes, ou c'est toutes les semaines 5 minutes, peu importe. Mais c'est tout le temps, et du coup ta parole, elle a pris du poids vis-à-vis de toi-même, du coup tu peux passer à 10 minutes. Mais si ces 5 minutes, ça a toujours été une bataille pour toi, alors tu peux pas avancer. Parce qu'une fois il y aura, une fois il y aura pas. Et une fois il y aura pas, et une autre fois il y aura pas, après il y aura. Parce que là tu as le temps, j'ai 10 minutes, je rattrape. En fait, après il y aura pas. Et en fait, tu seras toujours dans une bataille perpétuelle pour tes 5 minutes d'études par semaine, et tu n'auras jamais évolué. Et donc les sages ils disent, tu ne peux évoluer que en divisant tes objectifs par étapes, et en atteignant ces étapes, en se fixant quelque chose qui aura du poids vis-à-vis de toi-même, et qui deviendra une seconde nature. Sur ce, comme je m'étais engagé, on n'a pas terminé le cours, mais on a terminé à l'heure. Je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs, surtout si c'est de gagner l'auto, pour pouvoir faire des dons après à la relève. Bonne soirée à tous. Merci Raphaël. Et maintenant,
T'as pas mis les commentaires, c'est Non, dommage. j'ai pas mis les commentaires. Parce que t'avais plein d'antisémites Attends, viens. Comment tu sais? Parce que j'ai Attends. regardé. Qui a regardé Il y a plein Attends, tu savais j'ouvre les tous les drapeaux commentaires de la maintenant. Palestine. Mais non. Ah, dans les. Oui, tiens, dans les trucs qui regardent. Viens, on autorise maintenant comme ça. S'il y a des questions, on n'a pas fait ça. Hein. S'il y a des questions, voilà, j'ai ouvert les commentaires. Pour ceux qui ont suivi le cours, il y a 50 personnes qui ont suivi pendant 1 heure le cours. Et maintenant, il y a. Enfin. il y a- Merci. et maintenant, il y a un after. Ouf, enfin. Enfin, on a libéré. Excusez-moi, tous Vous ceux avez qui aimé ont. le cours J'ai besoin de vos billets Mettez-moi web, 5 étoiles sur vos Google. QR codes pour l'inscription C'est une blague, j'ai pas dit. de ce soir. Une seconde, il y a un after ping. Qui est là aussi pour l'after ping-pong? Raphaël, Quoi, Raphaël? bah t'es là pour l'after ping pong. Ouais, évidemment que je suis là. Ok, donc l'after ping-pong, on a 2 tables de ping-pong ce soir parce qu'on en a acheté une qui est arrivée aujourd'hui. Tu vois, Ouais. on va faire un after avec une seule table. Nous, on est dingue. Tu sais- Nous, on est Mais dingue. tu sais combien ça coûte une table de ping pong de nos jours? Alors, je peux t'assurer que c'était beaucoup plus compliqué à la monter qu'à l'acheter. Ah ouais. C'est Savannah qui a fait. Ok, donc, Les QR t'as codes, Axel, les le QR pro codes, les QR de, codes. toi, le pro de ping-pong, t'as ramené tes raquettes au moins? Bien sûr, bien sûr. Sur ce, attends, du coup, il y avait des questions. Moi je passe. questions. Les autres, vous pouvez répondre à Joshai pour vous inscrire, ceux qui ne sont pas inscrits. Il y a un repas et le ping-pong là. Qui sont déjà venus me voir. Ok, pendant ce temps, je vais répondre aux Ceux qui ont questions. leur QR code, je suis preneur. Mais à quoi QR code pour quoi Bah Pour s'inscrire pour à l'instant. l'after. À l'after et au cours. Tu vois, il faut. Bah voilà, si tu t'inscris pas, il y a que. Heureusement que je Tu sais combien il y a de sais, personnes qui sont inscrites à l'after 4. Mais non. Et si, il faut s'inscrire. Ah bah alors j'arrive tout de suite. Je suis musulman et je voudrais savoir c'est quelle fréquence les cours sur TikTok. D'abord, dis-moi si tu as aimé le cours. Mais c'est environ une fois par semaine, le mardi soir en général, j'essaye. Tu vas la qui Quand je pense à faire le live TikTok. Sinon, Je veux d'abord le cours de Raphaël, comme ça au moins je vois. Bah, c'est bon, t'avais vu déjà. les antisémites, ils sont partis. Regarde ce qu'ils te disent. Les antisémites, ils sont partis, ils en ont eu marre du cours. Baruch Hashem. Bah Hachem, ils en ont marre. Il était très intéressant le cours Raphaël. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc que tu gères. Ouais. Non, faut Là, 3 minutes. Ah non, arrête, arrête. Tiens le QR code au lieu de. Il arrive à 20h50. Ah, tu t'es même pas inscrit en plus. Je t'ai pas inscrit en plus. Je crois que j'étais trop dans Elle le s'est pas Et inscrite. je te promets, j'ai T'as oublié. pas honte? Pas grave. Est-ce qu'on peut faire le repas sans Juste pour faire le cœur. Ouais, on peut faire le repas sans ping-pong. Je me suis demandé pourquoi ce soir il y a plus de mecs que d'habitude. C'est un peu du ping-pong. Voilà, c'est grâce à Axel. Voilà. J'ai peur de casser un peu. Franchement, je suis T'as barré. Ouais, mais il va vite d'improviser. Vous pouvez nous expliquer ce qui passait à votre grand-père le samedi? Je comprends la question. Quoi? C'est pas compréhensible. Nous expliquer ce qui s'est passé au grand-père. Tu vois que c'est une fausse dent. J'aime beaucoup votre rigueur par rapport aux mots. Raphaël, j'ai une copine qui vient. Je sais qu'elle vient. C'est Le mess. Moi, je l'adore. Ah bah, bravo. Elle est trop sympa. Elle est D'ailleurs, géniale. Naomi, j'ai pas revu. Elle travaille. Ah, là, là. Elle m'a dit qu'elle avait envoyé un message qu'elle avait prévu Caroline Adam. C'est elle qui est. Ah, super. Elle m'a dit qu'elle avait prévu. Maintenant, c'est enfants. Ah, mes mots, MOTS. Des juifs marocains. Je n'ai pas. Donc ironiquement. Ah ouais, ça, il y avait 50 personnes qui étaient connectées. Ah, mais je montrais que la dernière fois. Tu vois? Ça peut les changer. Non, mais c'est pas des antisémites, c'est des. Non, c'est des gentils là. C'est des gentils. Mais je crois que les méchants ils sont partis. Les méchants, ils veulent mettre des commentaires antisémites. J'ai bloqué les commentaires, ils se sont barrés. On peut pas attendre 1 heure pour que je les remette. Se soumettre à sa parole, on se soumet à Dieu. Salut, ça va? Qu'est-ce que votre Messie va arriver approximativement? Demain. Demain. Non, ce soir, je crois qu'il arrive. Dans 1 heure là. Tape 36-15 Messi et tu sais à quelle heure il est. Non, il y a un compte à rebours. Ah, franchement, c'était intéressant. Non, mais c'est bien. Est-ce que, franchement, tu es obligé de répéter ça? Tu vas le mettre mal à l'aise s'il n'a pas aimé. Mais non, non, Franchement. surtout que c'est un discours qui me parle beaucoup, la discipline et l'autodiscipline. Bah, tant mieux. J'ai trouvé que c'était hyper parlant pour lui. Genre, je l'ai écouté beaucoup. Ah bah très bien, tant mieux. Non, sérieux, quoi? Ça veut dire quoi? Non, je sais pas quand il va venir, Messi. Aucune idée. Mardi vers quelle heure? Vers 20h, en général à 20h, 20h à 21h. Tu connais la fenêtre d'Overton? Ouais, grave. En fait, c'est ça en fait. Tu faisais ça, se déplace petit à petit. Exactement. Exactement ça. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, mais dans l'occasion. Mais bon, Overton, je sais pas c'est quelle période Overton. Regarde, ce genre, c'est Raph Dessler, il l'a dit avant lui. Regardez. Raph Dessler, c'est le milieu du 20e siècle. Overton, c'est quelle période? Mais c'est grave, j'ai une question. C'est vrai, j'insiste là-dessus, mais
Quelqu'un qui veut se fixer des objectifs, qui veut les atteindre, avant ça, peut-être d'abord il doit bien se connaître. C'est comme ça que j'ai introduit. Tu étais là quand j'ai commencé par ça. Je suis arrivé un peu tard, Ah, le début du cours, c'est d'abord c'est se connaître. On a mais c'est vrai, mais parce qu'il a raison. C'est par ça qu'il faut commencer. Bien vu, j'ai bien vu. C'est après. Quand C'est après que Ah, voilà. Mais ça m'aide vraiment se Oui, connaître et oui, savoir oui. vraiment Je disais, c'est avec un copain aussi qu'on se connaît bien. Parce que quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut, après se fixe des objectifs, c'est naturel. Il n'a pas besoin de discipline. Je sais pas comment expliquer. Non, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui n'arrivent pas à atteindre parce qu'ils ne savent pas se discipliner. Il y a plein de gens comme ça, malheureusement. C'est dur de se discipliner. C'est dur. C'est pas que les objectifs du boulot, c'est pas que les objectifs de... Il y a des gens qui ont l'objectif d'avoir une vie de famille, par exemple, et donc s'entendre avec leur femme, et qui n'arrivent pas à mettre les choses en place pour y arriver. Parce qu'ils sont colériques, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils vont essayer d'arrêter d'être colériques. Leur femme, elle en peut plus d'être colérique. Ils vont essayer d'arrêter, mais ils vont essayer d'arrêter du jour au lendemain. Et donc ils vont donc à chaque fois qu'ils vont prendre la décision, ils vont... Alors qu'il faut fixer des tic et atteindre des objectifs. Et avec sa femme, on peut y arriver. Décomposer l'objectif. Voilà, exactement. Pour que ce soit atteignable. Moi, je pense, pour moi, le vrai défi, c'est savoir vraiment si l'objectif, je vais le tenir dans un an, parce que c'est vraiment ce que je veux. Mais au moment où tu le veux. Mais dans, attends une seconde. Mais dans 6 mois, tu te rappelles plus que tu le voulais tellement il y a 6 mois. Donc il faut qu'il y ait cette discipline qui s'impose à toi. Allez. J'aime bien cette notion de soumission parce que les gens ils disent jamais, ils disent tout le temps faut se rebeller. Ah ouais, c'est pas la mode, la soumission. Je trouve que soumission, le mot est peut-être un peu fort. Bah, soumission c'est un peu fort, mais ça fait référence aux insoumis, tu vois. Bah, non, mais non, c'est juste que soumission. Il y a une C'est vrai, notion les gens ils de. veulent pas être soumis. Il y a une notion de je le fais sans discuter. Bah, Alors, c'est ça dépend à qui, tu te soumets pas à n'importe quoi, là tu te soumets à toi-même. Alors, moi je trouve que, au contraire, c'est plus fort si on a un libre arbitre. Et si justement, non mais je sais que tu le nommes, que le libre arbitre fait quand même remettre en question. Oui, mais si tu l'es en remise en question perpétuelle, Non. Alors oui, il y a remise en question. c'est pour ça que quand tu prends ta décision, tu es avec ton libre arbitre, Il faut que ce soit en pleine conscience. en pleine conscience avec ton libre arbitre. Mais une fois que tu as pris la décision, tu dois te soumettre à cette décision. C'est ça que je dis. Allez, Allez, on merci. y va. En tout cas, c'est très intéressant. Pour Pourim, j'allais dire. Pas Pourim, je voulais dire.